C'est une attitude qui peut être passive, qui consiste à rendre disponible la donnée, simplement disponible, gratuite, voire payante. Et puis il y a un mode que je qualifierais plutôt d'actif ou proactif qui va aller jusqu'à permettre la réutilisation et si possible gratuitement. Avec GeoBretagne, on essaye d'encourager les acteurs publics, mais on va dire qu'il y en a plein, on n'a pas besoin de pousser, à permettre cette réutilisation et être dans une démarche proactive. Alors le contexte aussi local au niveau de la Bretagne, c'est qu'on ne part pas de rien. On a un échelon local qui est déjà intégré dans le processus, qui est déjà fortement impliqué. Quand on parle d'open data géographique, il y a Brest Métropole, Océane qui l'avait fait, Rennes Métropole dans une démarche d'open data plus globale, la région qui a elle aussi délibéré sur ces données géographiques, l'Adréal qui est aussi dans cette mouvance-là. Bref, il y en a aussi tout un tas en ce moment en réflexion. Donc on va dire qu'on est poussé par l'échelon local aussi pour aller dans ce sens-là. Et puis un contexte national récent qui fait aussi évoluer les choses avec la mission Etalab dont on a largement parlé ce matin et le portail data.gouv.fr et la création de la licence open licence ouverte qui est toute récente. Alors pour expliquer en deux mots, pour ceux qui ne connaissent pas encore GeoBretagne, je vais prendre la métaphore du petit bus. Il devrait y avoir deux conducteurs, parce qu'on se relaie toutes les 2 heures. Donc Fabrice qui a animé cet atelier et le chef de projet côté État, donc l'un des acteurs essentiels du projet, il y a 2 copilotes, c'est l'État, la préfecture de région Bretagne, et la région Bretagne, que moi-même je représente sur l'aspect technique. L'idée du petit bus, c'est surtout pour dire qu'au-delà des pilotes, on essaye d'emmener dans le petit bus un tas de partenaires. Ce sont tous les adhérents, ceux qui volontairement font la démarche d'adhérer au partenariat GeoBretagne. On en verra un petit peu la typologie juste après. Que pour que le bus avance, il faut des données, et c'est bien sûr le cœur du partenariat, c'est la mise à disposition dans un plan commun de données géographiques que les partenaires produisent. Que pour bien avancer, il faut essayer d'avoir un bon moteur. Pour ce qui nous concerne, on a fait le choix d'une architecture libre qui s'appelle GeoOrchestra et qui met à disposition des métadonnées, des données, des flux, comme on le verra concrètement tout à l'heure, avec la création d'une communauté libre. Et puis évidemment, il faut diriger ce petit bus vers une route qui est guidée à la fois par tout le contexte réglementaire qu'on a vu, aussi par les politiques et cette volonté qu'on voit qui est forte en région Bretagne de pousser à la réutilisation des données. Avec un tas de valeurs communes dont on va reparler qui sont importantes, les valeurs du projet sont autour du partage, de la mutualisation, de la subsidiarité aussi, c'est-à-dire que GeoBretagne n'est pas un processus qui annule ce qui préexistait, mais au contraire qui essaye de valoriser ce que les acteurs locaux font, et font très bien, et ce sur quoi ils sont légitimes pour faire, et par contre essayer d'apporter des services sur là où il peut y avoir un manque de moyens techniques. Et au-delà de tout ça, le petit bus il roule mieux quand il y a le soleil, donc le petit soleil, c'est la directive Inspire, qui est un levier quand même intéressant, donc sur lequel je vais m'attarder parce que même s'il est vrai qu'on l'a beaucoup cité, je vais aller peut-être un peu plus dans le détail pour ceux qui ne connaissent pas encore Inspire, parce que c'est difficile à suivre le processus Inspire. Beaucoup de notes en anglais, très fournies. Donc Inspire résumé en un slide, c'était le challenge de l'après-midi. Vous avez en fait, ce qu'il faut voir, c'est que la directive Inspire, elle vise les acteurs qui créent de la donnée géographique. Ceux qui font du papier ne sont pas concernés par la directive Inspire. Alors on a 2 types d'acteurs qui peuvent exister sur le territoire, on en connaît tous. Il y a ceux qui aujourd'hui, j'allais dire les bons élèves, qui ont non seulement, qui créent des données géographiques, mais qui ont aussi déjà renseigné leur petite fiche de métadonnées, c'est ce qu'on voit ici, c'est-à-dire c'est la fiche d'identité de la donnée. Ça décrit sa valeur, de quand elle date, est-ce qu'elle est diffusable, qui est le point de contact, etc. Donc très utile pour le réutilisateur potentiel. Et puis il y a une autre catégorie d'acteurs, encore nombreux sur les territoires, qui a créé une donnée géographique, mais qui n'a pas encore fait la petite fiche de métadonnées. Alors la première étape d'Inspire, ça va déjà être de compléter chacun, on est tous concernés, nos fiches d'identité pour chaque donnée qu'on va mettre dans le pot commun et rendre accessible au grand public, puisque le grand public, c'est bien la cible d'Inspire. C'est ce qui est visé par la directive. Et qu'est-ce qu'il faut entre un acteur qui jusqu'à présent travaille en local dans son institution et partager les données avec lui-même et le grand public, ou parfois quelques partenaires? C'est la toile de l'Internet, évidemment. Et la deuxième chose que va imposer Inspire, c'est de diffuser et de valoriser, et on est déjà dans le timing, donc on doit déjà tous l'avoir fait, diffuser et valoriser nos fiches de métadonnées sur Internet
de façon à ce que le grand public, lui, puisse non seulement chercher, mais trouver l'information qu'il recherche. L'autre étape, qui vient juste après, on est dans les timings aussi depuis novembre, c'est de mettre à disposition, via des normes, hein, tout ça est normé, c'est ce qu'on appelle l'interopérabilité, hein, normes et interopérabilité, les normes c'est l'ISO, et puis l'interopérabilité assurée par les standards de l'OGC, mettre la donnée elle-même, non seulement la fiche, mais la donnée elle-même à disposition, de façon à ce que là, l'usager, donc la cible, le grand public, puisse à la fois visualiser cette information-là, mais aller plus loin, la télécharger, la réexploiter, la réutiliser, en faire ce bon lui semble. Et puis, il y a une troisième étape qui répond aussi aux inquiétudes de ce matin, enfin, Inspire tente de donner une solution, et qui va être très lourde, il ne faut pas se voiler la face à supporter hein, pour tout à chacun, c'est à terme d'harmoniser les données de façon à ce qu'elles puissent être agrégées sur des échelles plus larges que celles sur lesquelles on travaille en local. Donc là, en ce moment, il y a tout un travail qui est fait, tous les thèmes de la directive sont balayés pour sortir un modèle de données commun sur lequel tous les acteurs devront se baser au niveau des échanges. Alors là, je ne vais pas les citer, simplement pour montrer que Inspire concerne un panel très très large de secteurs thématiques, il y en a 34 au total, et que si vous lisez bien, vous pourrez reprendre la présentation si vous ne l'avez pas en tête, on est tous concernés à un moment donné ou à un autre par Inspire, de par nos compétences. Alors la dernière chose sur Inspire, parce que c'est vrai que tout ça c'est un peu fouillis, c'est comment ça s'organise, comment on ramène, puisque l'objectif c'est bien de ramener des données à l'échelon européen, en plus de l'accessibilité au grand public. Comment ça s'organise un petit peu en local, donc ça c'est des choses qui commencent à sortir dans les groupes de travail nationaux justement. J'ai essayé de l'appliquer ici à notre contexte au niveau de la région Bretagne. On a tout d'abord à l'échelon régional un tas de catalogues locaux qui existent, hein, des catalogues qui sont gérés par des collectivités, les services de l'État, établissements publics, associations, GIP, pays, syndicats et j'en passe. Chacun a son catalogue et le partenariat Géo-Bretagne sert à créer de l'échange, c'est pour ça que la flèche elle va dans les deux sens, c'est-à-dire qu'à la fois les catalogues locaux peuvent être rendus visibles sur la plateforme régionale et partagés avec l'ensemble des acteurs et le grand public, mais chaque catalogue en local peut aussi venir se nourrir d'autres données qui sont disponibles sur Géo-Bretagne et qui peuvent lui être utiles. Et puis Inspire dit que l'échelon régional est l'échelon pertinent pour justement fédérer tous ces acteurs en locaux et faire remonter au niveau du catalogue national, qui est le géocatalogue du géoportail, les données collectées à l'échelon régional. Et il y a également, évidemment, d'autre part, des catalogues thématiques des ministères, sur l'eau, on en aura un exemple, ou de producteurs nationaux qui viennent alimenter le géoportail pour que ensuite tout ça remonte à l'échelon de l'organisme européen en charge de cataloguer toutes les données à l'échelon européen, la JRC, l'échelon européen. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'il y a des petites flèches grises qui peuvent exister dans l'autre sens, c'est-à-dire que les catalogues locaux peuvent aussi eux-mêmes venir s'alimenter des catalogues nationaux d'autre part, en plus de celui régional. Alors, les partenaires de Géo-Bretagne, je ne les cite pas tous, c'est juste pour voir un peu le panel. Grosso modo, le périmètre du partenariat, c'est au sens autorité publique de la directive Inspire, c'est-à-dire non seulement collectivités et évidemment services de l'État, mais aussi toutes les structures, que ce soit des syndicats mixtes, des GIP, établissements publics, associations, etc. Le point commun de tous ces partenaires, c'est qu'à un moment donné, ils vont exercer des missions de service public. Donc on va également y trouver par exemple des chambres consulaires, voire des sociétés privées, comme par exemple Réseau de transport électricité, qui au titre de sa mission de service public est dans le partenariat et a fait une demande d'adhésion. Là, on retrouve tout le panel des services de l'État qui sont évidemment représentés au niveau de Géo-Bretagne et aussi des établissements publics et des organismes d'enseignement supérieur et de recherche. Alors, en termes de gouvernance, la dernière gouvernance qui a été actée en mars dernier distingue plusieurs niveaux. Tout d'abord, il y a l'aspect stratégique, j'allais dire orientation du partenariat, où figure l'Assemblée Générale. Dans cette Assemblée Générale Géo-Bretagne, il y a un représentant par structure adhérente. Cette Assemblée Générale, c'est vraiment l'organe qui va valider le plan d'action de ce qu'on va faire ensemble au niveau de Géo-Bretagne. Et puis juste à côté, on a le comité exécutif, où sont représentés les deux
copilotes qui sont les deux financiers principaux de GeoBretagne, puisque c'est financé dans le cadre du contrat de projet État-région, qui va allouer les moyens en fonction des orientations définies par l'Assemblée générale. Et puis à cette échelle-là, on va voir l'organisation, on va dire, plus opérationnelle, avec le comité technique qui est le pendant en fait, de l'Assemblée générale, mais sur l'aspect technique, où là, ce comité technique, où il y a un représentant, en général le responsable SIG des structures, qui vient là plus dans un rôle de coordination des différents pôles métiers, qui sont évidemment tous les groupes de travail sur une thématique spécifique, où les gens ont un lieu d'échange, et aussi de travailler à mieux partager sur une thématique donnée les informations, mieux se coordonner dans la coordination de l'information. Et puis évidemment, pour soutenir la plateforme technique, il y a une équipe projet qui est plutôt du côté de Réal et puis région, pour accompagner les utilisateurs dans l'administration des données, des métadonnées, et puis aussi pour tout simplement administrer la plateforme. Alors j'ai volontairement accentué dans la charte, évidemment la charte, elle définit un certain nombre, elle rappelle cette gouvernance que je viens de vous exposer, la façon dont on fonctionne, les droits et les obligations des partenaires. L'adhésion est gratuite, la seule obligation qui incombe à un partenaire qui fait la demande d'adhésion, c'est de renseigner cette fameuse fiche de métadonnées en fonction des normes dictées par Inspire, c'est la seule. Après, il a un certain nombre de droits, notamment de réutiliser toutes les données qui sont dans la plateforme en respectant les conditions fixées par chaque producteur dans ses fiches de métadonnées. Ce qui est intéressant, ce sur quoi on a travaillé au niveau de la mise à disposition juridique, c'est qu'on a, et c'est une valeur aussi importante, on a une valeur autour de la responsabilisation du producteur. Donc c'est important, le producteur, mais il est responsable de sa donnée, c'est lui qui met à disposition et on essaye d'aller chercher la donnée à la source, le plus à la source possible. Mais il y a également une responsabilité de l'utilisateur de la donnée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où dans la fiche de métadonnées, le producteur a bien décrit ce pourquoi il avait créé cette donnée, à l'utilisateur d'être vigilant dans ses usages à lui, pour ne pas faire n'importe quoi, ou quelque chose qui pourrait être même contradictoire avec l'état d'esprit dans lequel a été créée la donnée. Donc il y a cet écosystème de responsabilité partagée qui est mis en place, et sur lequel on incite les partenaires à alerter chacun dans la fiche de métadonnées. Donc, dans cette charte, on va retrouver tous les principes dont je vous parlais tout à l'heure et qui sont très importants pour fédérer le partenariat. Et puis, en lien avec cet aspect juridique des choses qu'on a mis en place, donc suite à au dernier comité de pilotage de l'Assemblée générale, c'est un avertissement du cadre juridique par défaut qui est disponible dès la page d'accueil de GeoBretagne, qui dit que grosso modo, qui est sur les mouvances de la licence ouverte, l'open licence qui vient de sortir au niveau national, et qui dit que par défaut, c'est ça qui s'applique, on a le droit d'utiliser, de réutiliser la donnée gratuitement, sauf à ce que figurent des choses contraires dans la fiche de métadonnées entretenue par le producteur. Donc les données, aujourd'hui ça représente un joli petit capital, et ce qui est intéressant, puisqu'on est dans le domaine du développement durable sur la thématique d'aujourd'hui, c'est d'expliquer l'écosystème autour de ces informations. Et ce qu'on a appris, à force de travailler sur ce partenariat GeoBretagne, c'est-à-dire qu'au démarrage, on se situait là, c'était inciter les acteurs publics à venir partager dans un pot commun qui avait des règles de gouvernance, qui avait des points réseau thématiques, du travail de groupe, c'est très important l'aspect réseau, à partager leurs données, et puis que ces données accompagnées de leurs fiches de métadonnées puissent être rendues visibles sur la plateforme GeoBretagne, sur lesquelles nous, on s'arrange pour qu'elles soient interopérables, qu'elles respectent toutes les normes internationales et Inspire, de façon à mettre à disposition du grand public. C'est un petit peu ça l'idée, mais en fait, ce qui est apparu très très important dans le processus et qui a été la première réutilisation des données mises au pot commun, c'est cette grosse flèche verte là, qui est beaucoup plus importante que celle-là d'ailleurs, qui est venue du fait que les partenaires mettant chacun des informations venaient déjà dans un premier temps réutiliser les données mises au pot commun. Donc ça c'est valable d'un partenaire à un autre, parce que tout d'un coup on avait visibilité de façon facilitée, on va dire, à ce que faisaient d'autres partenaires sur une thématique qui nous intéressait, mais parfois même au sein d'une même organisation, on s'est rendu compte que ça avait contribué à valoriser la donnée, à la rendre visible. Pour caricaturer, un chargé d'études qui travaillait peut-être 2 autres couloirs en dessous du service SIG pouvait disposer d'une donnée sur laquelle il n'avait pas forcément la connaissance. Et cette appropriation, elle est très importante parce que ça vient déjà alimenter l'écosystème des partenaires qui ont fait cet effort de mutualisation de données.
Donc ils en montrent de suite les effets positifs. Alors évidemment, l'autre flèche, c'est le grand public, qui n'est pas la plus importante. Le site n'est pas spécialement ergonomique pour le grand public. On va dire qu'on avait l'opportunité de rendre cette plateforme accessible au grand public. Alors on l'a fait, c'est même quelque chose qui a été décidé en comité de pilotage très tôt dans le projet. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que cette réappropriation par les partenaires eux-mêmes fait qu'ils utilisent les flux de données. La donnée, elle est stockée à un seul endroit, en Géobretagne, mais peu importe, on peut la voir sur plusieurs sites différents. Et ils créent eux-mêmes des applicatifs métiers, par exemple, qu'ils mettent à disposition du grand public. Et donc ça crée de suite un tas d'usages sur lesquels le grand public peut tout à fait en bénéficier au final. Et puis la troisième réutilisation, on a dû se profiler par cette mise à disposition, parce que la grande leçon qu'on a tirée de tout ça, c'est qu'on ne peut pas présager de l'usage qui va être fait d'une donnée. On est souvent très surpris. On met une donnée qui intéresse a priori peut-être personne, on se dit qu'elle intéresse que nous, et puis on se rend compte qu'en fait, il y a des gens qui en font des trucs merveilleux. Je pense qu'il y aura des exemples sur Rennes Métropole. Et notamment les communautés qui peuvent être des communautés, par exemple OpenStreetMap, qui est une carte collaborative en ligne, ou que ce soit des communautés autour des logiciels libres, peuvent s'approprier un certain nombre de choses et faire eux-mêmes des applicatifs qui viennent encore une fois porter du service au grand public. Voilà, je crois que j'ai à peu près fini, en vous donnant juste les liens. Le petit mot de conclusion avant la séance ciné, c'est de dire que Inspire, ce n'est pas que quelque chose d'embêtant, d'enquiquinant. C'est de dire que c'est quelque chose qui est un levier intéressant, même si c'est parfois compliqué à comprendre, à entendre, à mettre en application, mais qu'il y a des bonnes choses à tirer de tout ça, puisque ça facilite quand même dans le quotidien pour l'exercice de nos compétences, toutes nos missions, et que ça apporte un service au grand public. Alors ce que je vous propose, c'est juste, parce que la commande de Ronan Lucas, c'était de dire qu'est-ce qu'a Géobretagne dans le ventre. Alors j'ai tenté de faire un petit film pour essayer de vous montrer un petit panel, parce que c'est pas possible de montrer l'ensemble des données qui sont présentes, il y en a plus de 300, donc on aurait du mal. Mais c'est juste pour vous montrer un petit panel en essayant d'apporter à la thématique qui vous intéresse aujourd'hui. Alors le portail d'accès, il se présente comme ça. Vous avez déjà une entrée dès la page d'accueil qui vous permet de faire une recherche par mots-clés dans le catalogue. Donc là, j'ai dû taper le mot-clé énergie. Ce qui fait que vous arrivez sur ces fameuses fiches d'identité, les métadonnées, dont on dispose d'un résumé, mais qu'on peut dérouler pour aller voir plus concrètement tout le contenu, donc qui est propriétaire de la donnée, les informations sur la qualité, etc. Enfin, ça, c'est tout ce qui est normé au niveau d'Inspire. Et la deuxième façon, c'est de faire appel à la page d'accueil générale du catalogue, qui va permettre d'aller sur des fonctionnalités de recherche un peu plus avancées. Là, je fais une recherche sur l'inventaire permanent du littoral, et je bascule directement à la partie visualisation. Donc il y a un lien permanent entre les fiches de métadonnées et les flux de données qui sont mis à disposition sur Géobretagne. Là, sur cette couche d'occupation du sol du littoral, je vais aller à un endroit, me zoomer un peu plus pour voir de quoi il retourne, en l'occurrence sur Auray, et puis je monte la légende pour voir un petit peu le niveau de précision que j'ai sur cette donnée. Pour rester un peu dans la même thématique, j'ai juste monté une donnée un peu plus précise, faite par un partenaire